faux historiens qui délirent sur l'histoire de France. Alors, on va essayer de... Oui. Voilà, ça Il marche faut se mieux. mettre prêt, oui, on est désolé. Voilà, donc ce livre, c'est mon éditeur qui voulait que je le fasse, qui voulait que je fasse un retour sur mes différents travaux que j'ai dédiés depuis une trentaine d'années aux questions d'immigration, de nationalité, d'identité nationale, de laïcité, puisque j'ai fait partie de la commission Stasi. Je ne voulais pas trop le faire jusqu'au moment où il y a eu les attentats de janvier 2015. J'ai perdu un ami dans cet attentat, M. Cabu, et je ne pouvais plus rester à travailler ce que je fais actuellement, mes articles ou mes ouvrages scientifiques. J'ai décidé donc de faire ce livre. Et je l'ai fait en répondant à une douzaine de questions qui sont comme des têtes de chapitre sur tous les sujets qui font controverse, qui donnent l'impression que nous sommes dans une profonde crise. En réalité, je le dis souvent, nous ne nous sentons, dans ce pays aujourd'hui, nous ne nous sentons plus compatriotes. Il y a une partie des Français qui se dit « je ne reconnais plus le pays dans lequel j'ai grandi » et ils veulent revenir à un temps passé et ça les amène à voter pour le Front National, parfois. Et il y en a d'autres qui se disent « j'ai certes une carte d'identité française, mais on ne me reconnaît pas comme tel ». Alors comment expliquer ce phénomène? Et peut-on y remédier? Comment peut-on y remédier? Alors ce que je peux dire, c'est que cela tient en partie à ce que je connais, c'est-à-dire l'histoire des migrations vers l'Hexagone. La France est le premier pays d'immigration d'Europe. À la fin du XIXe siècle, la plupart des immigrants viennent d'Europe, à l'exception des Belges, ils ne parlent pas le français. Soit ils l'apprennent, soit c'est leurs enfants qui l'apprennent, et ensuite eux-mêmes ou leurs enfants se naturalisent. Mais après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des migrants qui viennent travailler en métropole viennent de territoires français, soit pleinement français, toujours français, comme les Antilles ou la Réunion ou la Guyane, soit qui étaient pleinement français, qui ne le sont plus, comme l'Algérie, soit qui étaient dans l'Empire français sans avoir l'intégration absolue dans la République. Mais la plupart de ces migrants parlaient le français, une grande partie d'entre eux avaient la nationalité française, et pourtant, en arrivant en métropole, ils n'ont pas eu l'impression d'être reconnus comme compatriotes par les Français de métropole, que je suppose vous êtes en grande partie, comme moi. Et cela tient à ce qui vient d'être évoqué. D'abord, à la défaillance de la façon dont on parle de l'histoire de France. Et dont on continue d'ailleurs d'en parler. C'est-à-dire avec une histoire centrée sur la partie européenne de l'histoire de France et avec une grosse impasse sur ce qui fait aujourd'hui la diversité des jeunes qui sont dans nos établissements scolaires et de la population de métropole, c'est-à-dire qu'elle est rattachée à l'histoire de France par l'existence d'un ancien empire, et cette histoire de l'empire est méconnue, et du coup, un certain nombre d'entre nous sont perçus encore comme des étrangers, des immigrés, ou sont qualifiés par leur religion, ce qui ne se fait pas dans la République. On ne se désigne pas chrétien, juif, comme aujourd'hui on parle d'un certain nombre de nos compatriotes en disant musulmans, ce qui était la dénomination de l'Algérie coloniale. Alors l'exemple qui a été mentionné est le plus incroyable, de voir les plus grands historiens du pays, au moment où la loi Taubira est mise en cause par un collègue, M. Petré-Grenouillot, qui dit que la connexion faite par la loi Taubira de 2001 entre esclavage et crimes contre l'humanité est anachronique parce que l'esclavage aurait été reconnu qu'au cours après la Seconde Guerre mondiale par le tribunal de Nuremberg, donc que la crime contre l'humanité n'aurait été reconnu comme tel qu'à ce moment-là. Il ne savait pas, ses collègues, que la Convention
Puis, le gouvernement provisoire de 1848 avait reconnu, à l'occasion de la première puis de la seconde abolition, l'esclavage comme crime contre de lèse-humanité, c'était le langage de l'époque, et était puni un peu de façon confuse en 1794, très clairement en 1848, par la déchéance de nationalité. Schœlcher a dit dans son rapport, on ne peut pas se déclarer français et violer les principes fondamentaux de la République. Et ça s'est appliqué. J'en ai trouvé la trace dans les archives. Alors, cette méconnaissance de l'histoire de l'outre-mer ou de l'outre-Méditerranée, par exemple, fait que quand on parle de Napoléon, on parle des batailles, enfin, d'Austerlitz, de Marengo, puis de l'expédition d'Espagne, de Russie, etc., ou de Trafalgar, mais jamais l'expédition de Saint-Domingue, qui pourtant on a envoyé 3 corps expéditionnaires, on a perdu 30 000 hommes, ça a eu un énorme impact sur les forces navales, et donc face à l'Angleterre, ensuite on a été désarmés, ça a eu un énorme impact sur la suite et ben c'est jamais connu. Bon. Et pourtant, raconter cette histoire, inclure ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le fait que la France, du coup, la République française se trouve le premier pays à avoir reconnu le crime contre l'humanité dans son droit à l'occasion de l'abolition de l'esclavage, c'est une magnifique histoire à raconter à tous les enfants de nos écoles. Et ça permet la liaison entre les enfants, je dirais, de l'Hexagone, issus de l'Hexagone, et ceux issus de l'Outre-mer, dans une histoire commune. Et c'est plus compliqué avec l'histoire de la colonisation, parce qu'il y a là, des opinions différentes sur la colonisation, alors que sur l'esclavage, il y a très peu de gens qui disent que c'était bien. Bon. Mais ça n'empêche que ça, c'est de l'histoire. Et quand vous voyez, comme j'ai pu le commenter récemment, la terrible enquête de l'Institut Montaigne qui a fait la une des journaux sur le fait que 28% des, entre guillemets, musulmans de France étaient fondamentalistes. Alors moi, j'ai essayé de remplir le questionnaire. Ils ont fait remplir à tout le monde pour sélectionner ceux qui pouvaient avoir un lien avec l'islam. Et bien moi, je vais vous dire, au bout de 3 questions, je me serais arrêté, parce que je ne me retrouvais pas dans le questionnaire. Je vais vous donner... Alors d'abord, il y avait une question sur la nationalité française. Êtes-vous français si vous dites oui, de naissance ou par naturalisation? Mais les jeunes nés en France de parents étrangers, ils sont français par déclaration. Comme d'ailleurs ceux qui se marient. Ben là, il n'y avait pas d'option pour eux. Il n'y avait pas de place dans le questionnaire. Ensuite, il y avait une question. Êtes-vous chrétien, juif, musulman, autre religion, sans religion? Il n'y avait pas l'option athée, pas l'option agnostique et pas la possibilité de cocher plusieurs cases. Donc c'était soit religieux, soit anti-religieux, vous voyez, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Moi, en tout cas, je ne pouvais pas remplir Enfin, j'étais mal à l'aise. J'aurais été obligé de remplir un truc qui n'était pas exactement moi. Et ça continue comme ça. On ne demande pas portez-vous le voile, ou dans votre famille, les femmes portaient le voile, ou dans votre entourage, on demande pensez-vous qu'une femme doit porter le voile? C'est-à-dire, que pensez-vous du dogme, et non pas pratiquez-vous? Donc est-ce qu'une mosquée doit se financer par des États, ou l'État étranger, l'État français, ou par l'aumône? Mais quel est l'imbécile qui va répondre par l'aumône? Encore l'imam peut-être par l'aumône, mais pas une mosquée. Vous voyez, donc, au lieu de dire par la collecte auprès des pratiquants, enfin, je ne sais pas, enfin, tout était fait pour que ça se termine par je dirais, des réponses le plus tournées vers le religieux. Et puis là où j'ai été confirmé dans mon intuition, c'est dans la lecture de l'annexe historique qui accompagne le rapport sur le sondage. C'est une histoire des musulmans de France. Le mot guerre y apparaît 14 fois. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, guerre contre Daesh, guerre civile algérienne, jamais la guerre d'Algérie. Elle n'est pas présente. Donc j'en conclus quelque chose de très grave. En tant que citoyens français, nous nous sentons pleinement citoyens et part de l'histoire de France. Et si nous le voulons, nous nous rattachons ou pas à une foi, à la façon dont nous le souhaitons. Eh bien, pour les gens questionnés dans cette étude, ils ont une situation incertaine quant à la nationalité, pas de place dans l'histoire,
Et la seule place qu'on leur assigne, c'est la religion. Mais quand vous regardez les programmes scolaires, et que vous constatez avec le recul que l'arrivée dans nos écoles de jeunes venus, disons, du Maghreb ou d'Afrique, a entraîné, non pas qu'on se dise il faut raconter cette histoire globale, commune de la France, mais on va enseigner l'histoire du fait religieux, ben ça a été la position officielle finalement de l'éducation nationale que de les assigner. Parce qu'au lieu de dire ils font partie d'une histoire commune et il faut raconter cette histoire, la seule chose qu'on a répondu c'est vous êtes religieux, on ne vous associe qu'à la religion et on vous enseigne le fait religieux. Eh bien, je trouve ça terrible. Parce que, je vais y revenir tout à l'heure, la liberté de conscience, qui est le fondement de la laïcité, elle ne peut se pratiquer que si l'on se sent bien dans la maison commune qu'est la citoyenneté et dans l'histoire du pays. Et après, on choisit. Mais trop de jeunes ou de plus anciens ne se trouvent pas de place dans la citoyenneté ou dans l'histoire. Et du coup, ne se réfugient dans le lien à la religion alors que ce n'était pas au départ un choix qu'ils faisaient. En tout cas, les réactions institutionnelles, je parle de l'Institut Montaigne, mais je viens de parler de l'Éducation nationale, ont été l'assignation aux religieux. Au lieu de se dire, c'est formidable, on va élargir le champ de l'histoire de France et on va parler de sujets dont on ne parlait pas beaucoup quand moi j'étais à l'école, et probablement vous également, et dont il faut dorénavant parler un peu plus. Alors ça, c'est le premier point que je voulais développer, parce que vous êtes, je le dis franchement, vous êtes une très grande... la Ligue de l'enseignement est une très grande institution liée à l'école, et je suis encore allé hier à Reims parler devant des élèves de prépa, et j'ai parlé avec les enseignants, avec les inspecteurs, et je trouve la situation extrêmement grave, parce que je constate quand même, et je vais y venir, c'est qu'il y a une confusion sur les définitions et sur les missions des enseignants, eu égard justement à cette complexité qui est celle des identités. Et je vais donc maintenant y venir en vous parlant de l'identité, justement. Quand Sarkozy a lancé son débat sur l'identité nationale, la plupart de mes collègues ont dit je ne participe pas, je refuse, c'est pas au gouvernement de parler d'identité nationale. Moi je suis d'accord avec cette position. Ce n'est pas au gouvernement de... Mais je n'ai pas pensé qu'il fallait laisser ce terrain à l'extrême droite et à la droite de la droite extrême. Je pense qu'on peut parler d'identité nationale tout en l'associant à la République. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en écrivant un long article pour Le Monde, dans la demande du Monde, qui s'appelle Les 4 piliers de la nationalité, qui est ensuite sorti dans un petit ouvrage qui s'appelle Être français. Les 4 piliers de la nationalité. De quoi je suis parti ? Je suis parti de ce que j'ai pu voir dans les archives, de ce que j'ai pu ressentir. Et je vais vous parler de ce qui s'est passé l'année dernière. Tenez, l'année dernière, M. Hollande a essayé d'inscrire dans la Constitution la déchéance de nationalité en distinguant d'abord dans une première version entre les Français selon qu'ils avaient une autre nationalité ou selon qu'ils n'en avaient qu'une. La réaction a été si vive, malgré le fait que l'opinion soutenait la proposition, chez les parlementaires, notamment de gauche, qui ont dit on ne discute pas de... Monsieur Urvois, qui est l'actuel ministre de la Justice, a refusé de rapporter le texte tel qu'il avait été présenté parce qu'il portait atteinte au principe d'égalité entre Français, qui est le fondement de l'article 1 de la Constitution. Donc le principe d'égalité, c'est quelque chose qui avait été repéré déjà par pas mal de grands penseurs. Alors, je vais vous donner un exemple. J'avais trouvé dans les archives une lettre du fondateur de la science politique américaine, qui était d'origine prussienne, très, très fier de la victoire de la Prusse en 1871 face à la France.
Et il a son meilleur ami qui est un sénateur du Massachusetts francophile, et il lui écrit. Alors je connais un peu la lettre par cœur. Bon, j'ai reçu une demande du gouvernement de Berlin pour collecter de l'argent pour l'édification d'une fondation Bismarck à l'université de Strasbourg. C'est en 1872. Ce qui n'est pas sans signifier quelque chose. Les Français ont toujours négligé. Visiblement, le gouvernement de Berlin veut faire de Strasbourg une université de premier rang. Et les Français ont négligé et négligent tout sauf Paris. Il n'empêche que ça me ramène à ma vieille question. Qu'est-ce qui fait que les Français sont le seul peuple capable de convertir des peuples conquis? Ceux-ci ne reçoivent rien de la France. Et pourtant, à un certain moment, ils parlent pour la France. Qu'est-ce que c'est? Et moi, je pense que Sumner avait la réponse parce que lui avait voulu introduire dans la Constitution américaine un article de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen sur l'égalité devant la loi. Il considérait que l'égalité, c'était le plus important des droits de l'homme. Et je pense que ce qui s'est passé d'ailleurs aux États-Unis avec le vote pour Trump, c'est l'oubli de l'égalité, justement, au nom des identités. Et ça s'est traduit par ce backlash qui a abouti à l'élection de M. Trump. Mais vous avez d'autres témoignages de cela. C'est Tocqueville qui disait que les lois sur l'héritage ne devraient plus être étudiées par les politistes parce qu'ils structurent les mentalités, les sociétés, etc. Et il dit, ça peut être dessiné d'une certaine façon que la propriété se concentre chez quelques-uns, et ça peut être au contraire, les lois peuvent être écrites de telle façon que la propriété est partagée, et repartagée, et encore repartagée à chaque génération, et sur la poussière que cela crée s'installe la démocratie. C'est-à-dire qu'il disait, sur l'égalité dans l'héritage construit un esprit démocratique. Et il faut bien dire une chose, c'est que bien sûr le code Napoléon, comme on l'appelait à l'époque, était en grande partie organisé autour de l'inégalité homme-femme, sauf en matière d'héritage. Et ça, c'était une profonde rupture avec l'Ancien Régime, où il y avait le droit d'aînesse pour l'aîné des enfants mâles. Et on n'a jamais touché à la règle de 1803-1804 qui a été instaurée, vous savez, le système avec la quotité disponible que tout le monde connaît, et qui structure le droit français et qui structure les familles. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et il faut quand même, je parlais de Madame Taubira, quand elle fait le discours sur le mariage pour tous, la présentation du projet de loi, elle s'inscrit dans un processus, dans l'histoire de l'égalité qui progresse, qui est un programme qui n'est jamais achevé, mais qui est le fondement peut-être le plus important de la République. Alors le deuxième fondement qui me paraît très important, c'est la mémoire de la Révolution. Même chez ce qu'on pourrait appeler les descendants de la contre-révolution, ils ont adopté les méthodes des révolutionnaires, ils descendent dans la rue quand ils ne sont pas contents, justement à l'occasion du mariage pour tous, ou bien les manifestations par rapport aux réformes de l'école, etc. Nous avons des modes d'expression et de manifestation qui sont très reconnus dans le monde comme étant très spéciales. Mais nous avons cette particularité que nous partageons avec les Américains, que chez nous, il y a une mémoire plutôt positive de la Révolution. Ce qui n'est pas le cas des Anglais, des Italiens, des Russes ou des Allemands. Donc voilà, ça a des effets. Le troisième élément, c'est la langue et la culture et l'école et tout ça. C'est extrêmement valorisé chez nous. Il n'y a pas d'autre pays où l'ambition d'une partie de l'élite est terminée dans une institution. On se réunit une fois par semaine pour écrire le dictionnaire. Bon, et pourtant, c'est ce que nous avons. Nous avons un rapport à la langue qui est un rapport d'humanité, parce que la langue, comme l'a montré Norbert Elias dans son dernier ouvrage, Théorie des symboles, ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, c'est sa créativité linguistique, et la langue est ce qu'il y a de plus humain, la richesse, l'enrichissement de la langue est ce qu'il y a de plus humain dans l'homme, et je pense que ça c'est très intéressant. Enfin, la quatrième pilier, c'est la laïcité. Et alors là, il y a tellement d'incompréhension,
tellement d'incompréhension que moi j'avais noté quand j'étais à la commission Stasi, dans les auditions que j'ai pu faire. Si vous voulez, moi quand j'étais à la commission Stasi, on m'avait choisi parce que j'avais fait le rapport sur l'immigration et la nationalité qui avait plutôt marché, qui avait abouti à 2 lois, qui avaient été... Alors on s'est dit, c'est faire ça, etc. Je connaissais sur la laïcité autant que quelqu'un de... Et puis j'ai appris, évidemment, pendant la commission. Et puis après, je me suis dit, il faut continuer. Maintenant, j'enseigne le statut de la religion dans l'université d'Yale et je viens d'écrire un article justement le statut de la religion dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême américaine. Ce qui me frappe, j'enseigne donc aux États-Unis. Quand je commence mon cours, je dis, écoutez, dans votre pays, vous avez le droit au blasphème. Vous avez le droit de brûler la Bible, le Coran, rien ne va vous arriver. Mais si vous émettez le moindre doute sur l'existence de Dieu, vous n'avez aucune chance d'être élu à l'élection présidentielle. Pourquoi ? Parce que vous avez en droit des libertés garanties par la Constitution, mais les citoyens américains, en tout cas suffisamment nombreux, sont-ils ceux qui ne vont pas avoir confiance en des non-croyants. Et j'ai reçu justement à Yale une association de non-croyants, d'étudiants, qui tous les week-ends faisaient des actions de bénévolat social pour montrer que ne pas croire en Dieu n'entraînait pas obligatoirement l'égoïsme individuel. Parce que c'est à ça que c'est associé chez beaucoup de croyants. Donc, si vous voulez, officiellement, on a le droit d'être non-croyant aux États-Unis, mais on n'est pas bien vu, disons, par une partie majorité, enfin une partie importante des Américains. Eh bien, je dirais que le droit français ressemble pas mal au droit américain. Parce que là-bas non plus, il n'y a pas de religion établie. Alors, c'est pas tout à fait le même, mais par exemple, il y a une décision récente du Conseil d'État sur les crèches dans les mairies qui ressemble vraiment en beaucoup de points à la jurisprudence sur le sujet de la Cour suprême américaine. Donc il y a beaucoup de points communs. Mais là où il y a une différence, c'est que chez nous, de par le fait que le droit s'est construit à travers l'affrontement avec l'Église catholique et s'est traduit par la séparation et par le fait qu'il fallait libérer, essayer de libérer les consciences de l'imprégnation, de l'importance du poids de l'Église, et puis surtout de l'évacuer du champ politique, eh bien disons que chez nous, bien sûr, le droit est reconnu de croire, mais c'est le croyant qui est vu parfois avec un peu de suspicion. On se dit parfois qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas été encore atteint par les Lumières et qu'il faut, voilà, qu'il y a une certaine forme d'archaïsme à être croyant. Et je pense que ça se ressent par exemple dans certains établissements scolaires voilà. Alors, comment résoudre la question comment je dirais être clair? C'est pas très compliqué. Le principe numéro 1 de la loi de 1905, c'est la liberté de conscience. Et il est tellement important que le législateur a prévu de punir toute pression exercée pour soit pratiquer un culte ou l'empêcher de le pratiquer par des amendes, voire des peines de prison. C'est l'article 31 de la loi de 1905. Donc, peu de gens connaissent, parce que je ne crois pas qu'il ait été vraiment appliqué depuis longtemps. Et pourtant, il pourrait l'être. Et ça serait un grand secours, parce que ça permettrait, si vous voulez, de marquer ce qu'est la logique de la loi. Et en plus, ça n'est pas quelque chose qui nous viendrait d'une réaction à des situations contemporaines, mais puisque c'est déjà dans la loi de 1905, ça marque bien que c'est dans la logique profonde de la législation. La liberté de conscience, c'est la liberté individuelle. Ça n'est pas... C'est l'idée que c'est le choix de l'individu d'être croyant, de ne pas l'être, de pratiquer, etc. Ensuite, de là découle la séparation, puisque dans le contexte historique de la France, il fallait, pour assurer la souveraineté de la République et de ses institutions, évacuer
les cultes, mais surtout l'Église catholique, bien sûr, mais évidemment, en même temps, reconnaître le libre exercice à travers le troisième principe de la loi de 1905. Alors, comme dans d'autres pays, cela implique, cette liberté de conscience, l'organisation de différents espaces. Vous avez l'espace sacré. Dans l'espace religieux, vous respectez la loi du culte. Si vous entrez dans une synagogue et vous êtes un homme, vous mettez quelque chose sur la tête. Si vous entrez dans une mosquée, vous enlevez vos chaussures. Et si vous entrez dans une église, je crois que c'est l'inverse, vous vous découvrez. Vous avez l'espace privé. Chez vous, si vous souhaitez que les gens enlèvent leurs chaussures avant de rentrer chez vous pour ne pas salir votre appartement ou votre maison, c'est votre droit d'appliquer les règles dans votre domesticité. Alors il reste l'espace, et c'est ça notre particularité, la laïcité, c'est l'espace, c'est la détermination assez stricte de l'espace politique étatique dans lequel il n'y a pas de présence, il y a une neutralité de l'État. Et puis il y a le reste, où il y a la liberté de manifester sa foi ou de ne pas la manifester, sous couvert des arrangements nécessaires, parce que vous devez respecter évidemment la liberté des autres d'être ou ne pas être croyant et de le manifester. Donc voilà comment le système, la laïcité fonctionne, c'est-à-dire que c'est d'abord un droit individuel qui doit être, et qui est d'autant plus, et là c'est aux États-Unis c'est la même chose, c'est que il y a l'idée quand même que l'espace scolaire est un espace où on doit protéger plus les enfants mineurs plus fragiles du point de vue des pressions et de la conscience que l'espace d'un monde adulte où l'adulte peut manifester plus fermement ses opinions, voire aller devant un juge si ils font l'objet de pression. Alors, une fois qu'on a dit ça, quid de ceux qui disent, mais alors, comment lutter contre la montée du religieux? Eh bien ça, c'est pas la laïcité, c'est autre chose. Ça, c'est les programmes scolaires qui vont ouvrir l'esprit à la science, à la philosophie, à l'histoire, justement, à condition qu'elle soit inclusive de toutes les périodes et de toutes les géographies et la politique de l'histoire de France. Il y a les lieux dans lesquels la curiosité puisse se développer. Moi, je suis président fondateur de Bibliothèques sans frontières, et on a mené un combat pour que les bibliothèques soient ouvertes le soir et le week-end, parce que c'est à ce moment-là qu'elles sont le plus fréquentées, puisque c'est à ce moment-là que les familles et les enfants peuvent, et les adultes qui travaillent peuvent y aller. Donc il faudrait vraiment changer les horaires. Ça a bougé un peu, ça a quand même bougé hein, depuis qu'on a lancé notre campagne, mais pas suffisamment. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas tant qu'on n'aura pas repensé ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire revoir la façon dont on se considère en tant que compatriote. Parce que, et ça c'est un travail qu'il faut que nous fassions, alors bien sûr à destination des enfants des écoles, et de ce point de vue je suis toujours très insatisfait de la dernière version des programmes d'histoire. J'ai eu hier confirmation, mes collègues, c'est effrayant, c'est tellement confus que finalement ça laisse une totale liberté aux enseignants de faire ce qu'ils veulent, et c'est catastrophique. Parce qu'il aurait fallu vraiment faire des programmes clairs qui aient un sens. Voilà. Et là, il n'y en a aucun. Mais ça va au-delà. Je vais terminer cette introduction pour qu'on puisse débattre. Ce par quoi j'avais commencé, c'est-à-dire, je vous ai parlé de Zemmour, auquel mon éditeur pensait que je devais répondre. J'ai donc lu vaguement, enfin, je ne pouvais pas rentrer trop dans les détails, parce que c'était... Zemmour, je fais une parenthèse, a été le premier à faire un compte-rendu de mon livre, dans le Figaro. Il fait 2 erreurs historiques dans le compte-rendu. Il dit que Napoléon a aboli l'esclavage. Il aurait pu même rajouter qu'il a gagné la bataille de Waterloo. Et puis il en fait une deuxième sur l'interprétation de ce que je raconte sur Giscard, qui a cherché à renvoyer des immigrés algériens. Mais ce qui est intéressant, Zemmour, c'est que c'est quelqu'un qui est
psychologiquement malade. Il est délirant. Et ça vient de quoi? Ça vient de quelque chose qui est au-delà de ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut faire l'histoire, bien sûr, de l'Empire. Mais il y a eu quand même quelque chose de particulier avec l'Algérie, que nous n'avons pas encore, dont nous n'avons pas encore crevé les abcès qui sont toujours là. Il y a au moins 4 catégories, sinon 5, de Français qui ont laissé une partie de leur cœur en Algérie. Les Juifs qui étaient là avant la conquête arabe, les musulmans, ceux qu'on appelait les musulmans qui se sont battus pour l'indépendance, qui sont devenus citoyens algériens, les harkis qui ont combattu avec l'armée française, et puis ceux qu'on appelait les pieds noirs. Et tous ont eu le sentiment d'avoir été abandonnés. Et sont souvent dans un état de grande confusion. Je raconte dans mon livre qu'un jour, je suis à une foire du livre au Mans. C'était dans les débuts des années 90. Et j'étais assis à côté d'un auteur, un jeune auteur français d'origine algérienne ou maghrébine. Et il avait du public. Moi, je n'avais pas encore pas de public. Il y avait des gens qu'il connaissait. Et il y a un jeune qui arrive, je suis content de vous voir, je suis venu de Rouen, etc. Il voit mon bouquin, ça s'appelait La France et ses étrangers, il dit « Je hais la France et les Français ». Il me dit ça. Je lui dis « Ah bon, mais vous êtes quoi ?» Il dit « Je suis français. » Ah bon, alors je lui dis « Vous haïssez vous-même. Vous me haïssez, mais vous pouvez m'expliquer pourquoi vous me haïssez ? Mais vous ne savez pas ce que les Français ont fait à mes parents. » Je dis « Mais c'est qui vos parents ? » Ben, ils sont harkis. On a essayé de les renvoyer vers la mort, et ensuite on les a mis dans des camps. Et je lui dis, mais oui, je le sais, mais vous croyez que je suis responsable de ça? Vous croyez que les Français, quand ils ont appris comment vos parents ont été traités, ont été fiers de ce qu'ont fait leur gouvernement à vos parents? Évidemment qu'ils avaient servi la France, ils devaient être protégés par l'armée française et par le gouvernement français. C'est pas les Français qui ont choisi de les traiter comme ça. C'est le gouvernement de l'époque. Que vous en vouliez à De Gaulle, le gouvernement de l'époque, je comprends, mais les Français, eux, ont honte pour ceux qui, quand on a appris ce qui s'est passé, même s'ils étaient pour l'indépendance de l'Algérie, ils n'étaient pas pour qu'on envoie à la mort ceux qui avaient combattu avec la France. Et à ce moment-là, il m'a regardé, il m'a dit « Et je vous remercie de cette discussion. Parce que c'est la première fois que vous faites faire la différence entre les Français et le gouvernement. » Et j'ai vu un soulagement chez lui. Parce que c'était terrible de haïr ce qu'il était aussi, c'est-à-dire français. Et il n'avait pas parlé depuis. Il n'avait pas pu en parler. Alors moi, je voudrais faire une comparaison avec ce qu'on racontait dans un livre qui s'appelait « Vichy, un passé qui ne passe pas ». Henri Rousseau et Éric Conan, en mettant en cause ce qu'ils appelaient une névrose obsessionnelle juive. Ils disaient, il y a un certain nombre de juifs de France qui sont obsédés par Vichy, qui restent obsédés par Vichy, qui disent qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas dit toute la vérité, qu'on n'a pas réparé, qu'on n'a pas reconnu, etc. Que les archives ne sont pas ouvertes. Alors ils montrent chapitre après chapitre que les archives sont ouvertes, qu'on a reconnu. Ils disent, bon, maintenant, ça y est, regardez ça, et avancez, regardez l'avenir. Mais si vous êtes atteint de névrose obsessionnelle, vous allez voir un ou une psychanalyste, et que vous dites, je suis obsédé par cet événement ou par cette personne, le psychanalyste ou la psychanalyste va aller chercher la vraie cause, pas celle que vous dites être votre obsession. Donc si des juifs disent, je suis obsédé par Vichy, c'est que ce n'est pas Vichy la cause. Alors quelle peut être la cause? J'en ai déduit, à travers des indices, en tant qu'historien, que la cause était probablement De Gaulle. Et la déclaration qu'il fait en novembre 67, quand il parle des Juifs, peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Parce que la blessure symbolique infligée par De Gaulle est beaucoup plus
grave dans le cœur et dans la tête de tous les juifs, depuis le grand rabbin de France jusqu'à Dany Cohn-Bendit ou Raymond Aron, que je dirais les violences atroces, même venues de l'extrême droite, qui étaient des ennemis, je dirais, historiques et classiques des juifs. Si vous êtes un enfant dans une cour de récréation et que vous êtes cogné par votre ennemi de votre classe ou de votre école, et que vous revenez, et que vous racontez ça à vos parents, qui ne vous défendent pas, mais considèrent que vous êtes coupable, les mots de vos parents vont être beaucoup plus traumatisants que la violence physique infligée par votre camarade de classe. Et donc, ce qu'a fait De Gaulle à ce moment-là a blessé énormément. Et De Gaulle étant inattaquable, parce il reste d'ailleurs une figure presque inattaquable, il y a une sorte de dérivation vers Vichy, et là vous pouvez cogner sur Vichy parce que personne ne va vous arrêter, mais vous ne résolvez pas votre problème qui est de dire à De Gaulle, t'es un salaud, tu n'aurais jamais dû dire ça, etc., etc. Et donc beaucoup, quand vous lisez le livre de Zemmour, ce qui est frappant, c'est qu'il commence par un hymne à De Gaulle, ah De Gaulle tu nous manques, alors que en fait son problème c'est de pas avoir été capable de dire à De Gaulle t'es un salaud, t'as forcé ma famille à quitter l'Algérie, où elle était installée depuis des générations, et ensuite t'as fait tes déclarations sur... Donc en tant que juif d'origine algérienne, il a été blessé 2 fois, sa famille a été blessée 2 fois par De Gaulle, il n'arrive pas à l'affronter, donc il devient fou. Il est dans un délire dans lequel une grande partie de nos compatriotes sont maintenant, et ce qui se traduit par le fait qu'ils nous disent ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est ce qui nous est arrivé en Algérie. Alors il y en a 3 catégories de ces 4 catégories qui ont été abandonnées par De Gaulle, mais les Algériens, eux, ont été abandonnés par leur gouvernement FLN, qui leur disait l'année prochaine vous rentrerez dans le pays qu'on reconstruit, etc., et qui ne sont jamais rentrés. Bon. Et donc, il est très important de pouvoir se parler de ça, de pouvoir organiser entre les anciens qui ont été originaires de les mêmes régions, des mêmes villes, des mêmes villages de l'Algérie, des dialogues, des confrontations devant les petits-enfants et les enfants. Et qu'on se parle, et qu'on se raconte les choses. Et ça, je pense que votre association et la Ligue peut beaucoup contribuer à ça. Ça peut se faire dans les bibliothèques, justement, ça peut se faire dans les écoles. Il faut parler, il faut confronter les mémoires à l'histoire. Parce que sinon, ça va tourner très mal. Parce que vous avez, par exemple, pour certains descendants des Algériens devenus maintenant français, certains disent, voilà, nous vivons de nouveau dans la colonisation, nous sommes dans le post-colonial, nous subissons les discriminations de la colonisation. Et bien sûr des discriminations, mais la différence entre les discriminations en France aujourd'hui et en Algérie avant 62, c'est qu'en Algérie en 62 elles étaient légales, alors qu'ici elles sont illégales. Et qu'on peut donc aller devant le juge et se battre pour les faire condamner et les changer. Ensuite, il y en a d'autres qui disent c'est le grand remplacement. On va nous renvoyer, voilà. Ça, c'est les théories développées par M. Renaud Camus, mais qui venaient, je raconte dans mon livre, de l'Action française, qui était déjà ces théories-là étaient développées à l'égard des juifs naturalisés, des métèques, etc., dès la fin du XIXe siècle. Donc on est dans un univers de croyances délirantes qui ne peut se dégonfler que si on confronte les mémoires à l'histoire et qu'on ose aussi s'attaquer, parce qu'après tout, on peut soutenir De Gaulle d'avoir fait la décolonisation, puisque moi je pense que c'était très positif, mais on peut aussi dire qu'il a quand même blessé un nombre de gens en faisant croire qu'il allait faire l'inverse. Il est arrivé au pouvoir et ensuite il les a lâchés. Donc il y a quelque chose comme des blessures profondes qui restent là, qui sont transmises, encore saignantes aux générations suivantes. Et c'est ça dont nous n'arrivons pas à sortir. Parce que je dirais, pour conclure, Vichy, ça a été atroce, mais je dirais les camps sont clairs.
il y avait les nazis et leurs collaborateurs, et en face, il y avait les résistants qui étaient combattants pour l'égalité, la liberté, etc. Dans l'affaire algérienne, on peut, comme je le dis, soutenir De Gaulle dans l'entreprise de décolonisation, et pourtant devoir dire aussi que la façon dont il a géré les hommes et les femmes et les familles ont entraîné des séquelles qui restent toujours là. Et ça, c'est très difficile, mais il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive, parce que, après tout, ça fait partie. Vous voyez, on arrive là, on parlait ensemble, et ben on peut en arriver. Et quand j'en parle avec ce jeune qui n'avait pas pu parler de ça avec personne, sauf quand on s'est rencontré par hasard, et ben on voit qu'on peut arriver à en parler, ça débloque, ça fait du bien. Et rien que de commencer en rappelant des faits, parce que parfois les mémoires familiales, évidemment, sont un peu biaisées. Et donc vous voyez pourquoi, et je vais conclure là-dessus, ce serait si important que les enseignants soient formés à pouvoir faire cette histoire, la faire revenir par les enfants, c'est-à-dire demander aux enfants d'aller raconter aux grands-parents comment ils ont vécu cette période, et qu'ils racontent ça à l'école, et qu'ensuite on confronte les mémoires différentes et qu'on voit ce qui s'est passé historiquement. C'est tellement important de faire ça, et pourtant c'est pas ce qu'on fait, et c'est pas les programmes, c'est pas ce qui est prioritaire dans les programmes. Voilà, je voudrais conclure là-dessus, et en vous remerciant de votre invitation encore et de votre attention. Merci. Merci. Bon, on va lancer une discussion. Il y a beaucoup de points intéressants. Sur le dernier point, on avait eu Benjamin Stora qui était venu nous parler de cette crise mémorielle qui existait aussi bien chez nous qu'en Algérie d'ailleurs. C'est-à-dire la crise des mémoires. Hein. Mais voyez-vous... je ne sais pas si ça correspond à ce que... Moi, je ne sais pas à ce que ça correspond, mais moi je dis, nous ne sommes pas l'Algérie, nous sommes la France. Donc on doit gérer nos trucs. Hein. Oui, non, mais c'était... Non, attendez, non, mais parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pour faire une histoire commune France-Algérie. Non. Qu'on fasse déjà, entre Français, ce travail. Parce que, voilà, chaque peuple développe son histoire, son rapport à son identité. Nous avons... Je suis défavorable. Je veux dire que on doit se traiter en compatriotes et pas commencer à dire on va faire l'histoire. Pourquoi dire on va faire notre histoire avec l'Algérie et pas avec le Maroc et pas avec l'Italie et pas avec l'Allemagne, etc. On l'a fait entre nous. Et l'Algérie c'était la France jusqu'en 62 et ensuite c'est plus la France et on fait cette histoire pour nous parce qu'on est... Alors après, on peut en discuter avec nos camarades et nos amis et nos collègues algériens. Mais il ne faudrait pas... on n'a pas besoin, je dirais... on ne fait pas le même type on n'a pas fait le même type de travail avec l'Allemagne. Maintenant, on peut parler avec l'Allemagne parce qu'on a fait notre travail. Et on doit faire notre travail sur nous-mêmes avant de parler... Et se sentir bien entre nous avant d'aller parler aux autres. Excusez-moi, parce que je crois que c'était pas l'objet de mon propos. Mais c'est pas vous que je mets en cause, c'est parce que je dis volontairement cela, parce que j'ai entendu Benjamin, que j'aime beaucoup, développer des thèses sur il faut faire l'histoire partagée, la France et l'Algérie. Peut-être qu'il ne le dit pas tout à chaque fois. Parce qu'il était venu nous dire, non. Bon. C'était plutôt sur le fait que dans chaque pays, il y avait un problème de mémoire et que ça intéressait bien sûr les citoyens français, mais aussi les Algériens, et qu'une partie des Français d'origine algérienne étaient, non pas, peut-être pas contaminés, mais en tout cas touchés par le fait que dans leur pays d'origine, ou là où ils avaient encore des familles, il y avait aussi des problèmes de mémoire. Voilà. Oui, c'était ça dont on avait discuté. Mais disons que les Français qui sont ici, originaires d'Algérie, ils ont suffisamment à faire avec les autres Français d'origine algérienne qui n'ont pas la même type, qui ne partagent plus du tout de mémoire avec l'Algérie, mais qui doivent partager entre Français. Et donc je pense que c'est ça la priorité, parce que c'est ça qui est le plus compliqué.
C'est ça qui est le plus compliqué, parce qu'il faut partager avec les enfants de Pieds Noirs, avec les enfants des Juifs, avec les enfants des Harkis, et ça, c'est beaucoup plus compliqué oui. Et c'est ça qu'il faut faire, et c'est ça l'enjeu. Ça a permis au moins de faire voilà, non mais cette mise au point. C'est pour ça que je le dis, c'est une fausse solution, au contraire, qui aggravera la situation, que de dire on va gérer ça avec l'Algérie, parce qu'on se coupe à ce moment-là d'une partie des Français issus de ce pays. Bon, je vous laisse la parole. Moi, je voudrais vous répondre au sujet de l'Algérie, et notamment des Juifs. C'est Georges. Il y a quand même eu un décret Crémieux, qui a été très très bien reçu positivement par les Juifs d'Algérie. Et puis on a eu Vichy qui a abrogé le décret Crémieux. Et ça, je peux vous le dire, enfin, parce que bon, j'étais enfant, mais j'entendais chez moi des propos. Cette abrogation du décret Crémieux a été considérée par nos familles comme une humiliation. Il faut dire les choses comme ça. Et nous rendions responsables. J'en parle personnellement, parce que bon, j'étais enfant, donc j'ai entendu quand même des choses. Et cette abrogation du décret Crémieux a été vraiment considérée comme une humiliation. Et il a fallu attendre 1 an après le débarquement américain, c'est-à-dire 1943, pour que les Juifs d'Algérie retrouvent la totalité de leurs droits en tant que Français. Voilà ce que je voulais dire. Quelque chose de... Bien sûr. J'ai vécu. Mais je voudrais savoir ce que vous en pensez. Eh bien, ce que j'en pense, c'est que c'était Vichy qui a appliqué. Et je dirais que c'est intéressant, parce que j'ai écrit là-dessus, dans mon livre « Qu'est-ce qu'un Français ?», quelque chose de très détaillé. Quand Darlan arrive avec les débarquements américains, il abroge toute la législation de Vichy, sauf l'abrogation du décret Crémieux. Et c'est la mobilisation des gaullistes et des juifs américains et la presse américaine qui attaque Roosevelt d'avoir laissé Darlan maintenir, et donc Roosevelt est contesté et la France libre fait la une des journaux contre Roosevelt sur ce point-là, qui force, je crois qu'après c'était plus Darlan, c'était, comment il s'appelait, Giraud, qui force Darlan est assassiné. Il reste 15 jours en Algérie, puis il est assassiné. Il était venu en Algérie parce qu'il avait son fils très malade. C'est ça. Il avait réussi à... Mais je crois que c'est lui. C'est lui il n'est resté que 15 jours. Voilà, c'est Giraud. Et c'est Giraud, et dans le conflit Giraud-de Gaulle que chacun connaît ou peut connaître, c'est Giraud qui pourtant avait félicité mon père d'avoir été évadé de France et de s'être engagé, bien que non français, il a été pris. Giraud a maintenu dans cette affaire-là tant qu'il est resté au pouvoir, et tant que De Gaulle n'a pas réussi à l'éliminer, ce qui s'est fait assez rapidement quand même dans le printemps 43. Mais si vous voulez, en tout cas, c'est une réaction des gaullistes et puis des populations juives d'Algérie, et puis la solidarité avec les américaines, etc., qui entraîne le truc. Mais, je dirais, oui, c'est effectivement, et c'est Derrida l'a raconté dans plusieurs ouvrages, beaucoup de juifs d'Algérie ont raconté ça, mais je dirais que c'était évidemment une blessure très profonde, mais c'était les adversaires, c'était le régime de Vichy, antisémite, etc., c'était les ennemis classique, vous voyez, c'est une situation, bon, ça a été terrible, mais après tout, il y avait une logique derrière cela. Voilà. Fadila. Moi, j'aimerais vous poser une question et faire une remarque. Alors, la question, c'est est-ce que vous pensez peut-être que les Britanniques n'ont pas perçu et ne perçoivent pas l'Empire britannique de la même manière qu'on a pu, que les Français ont pu concevoir l'Empire français, et comment ils le conçoivent maintenant. Ce qui expliquerait peut-être que le Commonwealth continue à fonctionner, etc. Ça, c'est une question que vous pouvez me répondre. La remarque, je pense qu'il faudrait rajouter une 5e catégorie
Français d'origine algérienne, surtout algérienne, tunisienne pas trop, concernant la guerre d'Algérie. Parce que cette 5e catégorie, ce sont les gens qui se sont battus pour l'indépendance, qui sont restés en Algérie, et qui après ont été obligés de partir, ou qui sont partis. Mais j'en ai parlé. Oui, mais vous ne l'avez pas bien défini, c'est pour ça que... Oui, mais je suis d'accord, c'est la 4e. Parce que ceux-là, c'est encore pire que tout. Oui, ils sont, bien sûr. C'est pire que tout. Je suis d'accord. Ceux-là. Moi, je parlais de ceux qui étaient déjà en métropole, qui ont combattu pour l'indépendance. Il y avait des Algériens, et puis ceux qui sont obligés de venir, effectivement. Mais, concernant l'Empire britannique, alors c'est très... Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre de façon... C'est pas mon sujet de recherche, mais ce que je vois quand même. D'abord, les Britanniques, officiellement, n'ont pas cherché à assimiler. Ils ne cherchaient pas comme... Bon. Mais ils ont quand même contribué à foutre le bordel, quand même, avec leur catégorisation religieuse, ethnique, etc. Ils ont fait exploser l'Inde, la Palestine, n'en parlons pas. Enfin, je veux dire, ils ont quand même une vision des groupes qui a fait beaucoup de dégâts. Bon. Regardez la situation du subcontinent indien, hein, qui est quand même l'un des plus dangereux aujourd'hui, et qui ont vraiment, c'est eux qui ont joué le jeu de la partition. Hein, donc, ne parlons pas de la gestion aussi ethno-raciale de l'Irak, enfin, vous voyez, de toutes ces régions qui ont été, après tout, l'un des pays qui tient le mieux aujourd'hui dans le Proche-Orient, c'est parce que la France avait finalement peu de pays sous mandat, mais le Liban, avec un système complètement archaïque, tient à peu près, quoi. Je veux dire, et puis le Maghreb, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie sont des pays qui sont pas les moins, c'est des pays où quand même. Les Britanniques sont fiers de leur empire, même maintenant. Alors, les Britanniques sont fiers de leur empire, mais je pense qu'ils ont une vision un peu dépassée de comment leur empire est-ce que leur empire est fier d'eux. Parce que moi, je reviens, par exemple, j'étais cet été en Australie pour des conférences, puis je suis resté un peu faire des vacances. On ne va pas en Australie pour 2 jours, non. Vous voyez, les Australiens, ils viennent de signer un énorme contrat avec l'armée française. Avant, ils disaient, quand on voulait faire du commerce avec l'Europe, on allait à Londres, maintenant, il va falloir qu'on aille ailleurs. Et les Indiens, vous voyez, avec le Brexit, la Grande-Bretagne va essayer de faire des accords commerciaux avec ses anciennes colonies. Mais ces pays qui sont ces anciennes colonies ont acquis une puissance qui font que c'est la Grande-Bretagne qui va, au fond, les supplier de passer des accords. Ils sont plus en position de force. Donc la situation est assez... Je crois que la France aussi, vous savez, la France a aussi des liens avec ses anciennes colonies. C'est plus compliqué, mais la francophonie, ça existe. Et puis il y a quelque chose que moi je vois, parce que je participe à des réunions avec pour essayer de faire avancer autant que se peut le conflit israélo-palestinien, israélo-arabe, etc. Je vois par exemple que le fait que nous, Français, nous abordions quelqu'un d'abord par la citoyenneté. Par la citoyenneté. Quand on a affaire à... On rencontre quelqu'un d'un pays, par exemple, arabe, on dit d'où êtes-vous? Êtes-vous d'Irak, d'Arabie Saoudite, etc. On ne demande pas tout de suite êtes-vous sunnite, chiite, etc., comme souvent. Et ça, je sens, ce qui est marrant, c'est que je sens que les Français sont appréciés pour ça. Quelque part, notre laïcité ne déplaît pas autant qu'on le croit. Parce qu'elle s'appuie d'abord sur un fond commun qui est censé nous unir, c'est-à-dire la citoyenneté et la nationalité, et non pas le groupe. Et il y a beaucoup de citoyens des pays arabes il y a une diversité ethnique et religieuse dans le monde arabe qui est souvent négligée
par l'approche par le groupe. Voilà. Donc je voudrais dire que et puis je vois ce qui se passe en Angleterre avec le vote du Brexit, qui était un vote. Alors il y a eu un vote Brexit de gauche, mais il y a eu aussi un vote Brexit d'extrême droite et raciste, très 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 actif. Suzanne Georges, après Michel. Merci. Je suis née aux États-Unis. Je vois que vous connaissez très bien le pays. J'ai été horriblement choquée par la déchéance que proposait un parti socialiste, parce que vous l'avez mentionné, ça ne visait que les gens qui avaient une double nationalité. Et je me suis dit, si un parti socialiste peut proposer quelque chose comme cela, si c'était le Front National, je me sentirais immédiatement visée, parce que le Front National n'aimerait pas beaucoup mes idées ni mes activités politiques. Alors j'aimerais que vous disiez votre pronostic pour l'avenir de la protection de ceux qui sont dans une situation comme cela, si nous continuons à aller tout doucement vers un gouvernement de ce type-là. Puis j'ai aussi une réflexion sociale, beaucoup moins politique, mais c'est que les Français, à moins de parler parfaitement mon langue, et j'ai encore vous parlez parfaitement. Oui, non, mais j'ai un petit accent que les gens ont la gentillesse de dire c'est charmant, mais je suis identifiée toujours comme écrivain franco-américain. L'américain ne disparaît jamais. Oui, mais c'est une nationalité. C'est une nationalité, ça n'est pas un groupe. Alors je vais vous répondre sur plusieurs sujets. D'abord, moi j'ai écrit un livre que je n'ai pas mentionné sur l'histoire de la déchéance de nationalité aux États-Unis. C'est très peu connu, mais les États-Unis ont été le pays occidental qui a fait le plus de déchéances au XXe siècle, 150 000. 150 000, et entre 1906 et 1967, c'est-à-dire jusqu'au moment où la Cour suprême a déclaré que c'était inconstitutionnel. Mais c'était par 5 000 par an. Alors étaient souvent des native born, c'est-à-dire des gens nés américains qui n'avaient que la nationalité américaine, s'ils avaient échappé à l'armée, s'ils avaient rejoint une armée étrangère, par exemple un qui avait rejoint l'armée de Castro, c'était le dernier qui a été déchu, il s'appelait Marx. Vous pourriez presque écrire un livre sur lui. Et ceux qui votaient dans des élections étrangères, donc ils s'attaquaient à la double nationalité. Et c'était une histoire que personne n'avait faite. Et la plus connue, la première dénaturalisée pour raison politique, c'est Emma Goldman, qui est une grande féministe révolutionnaire qui a été déchue et anarchiste, qui a été déchue et renvoyée en Union soviétique en 1919 par Edgar Hoover. Et j'ai raconté toute cette histoire. Alors ce qui est formidable, c'est que quand la Cour suprême a fini par déclarer que c'était inconstitutionnel, elle l'a fait au nom d'un concept que nous n'avons pas chez nous, c'est la souveraineté du citoyen américain. Elle a dit, les États-Unis ont été créés par des citoyens souverains qui ont délégué une partie de leur pouvoir, qui ont transféré une partie de leur pouvoir au gouvernement. Et évidemment, ils n'ont pas transféré au gouvernement le pouvoir d'être expulsé du contrat social d'origine. Et c'est sur cette base-là que aujourd'hui la nationalité américaine est devenue quasiment intouchable, et que par exemple le Boston Bomber, qui a été condamné à mort, Tsarnaev, qui avait été naturalisé le 11 septembre de l'année d'avant où il a commis le bombing, le gouvernement fédéral n'a même pas demandé la déchéance de nationalité parce qu'il savait que la Cour suprême serait intervenue. Donc il y a une protection aujourd'hui de la nationalité américaine qui n'est pas équivalente
en Europe. Alors en Europe, le pays qui a fait le plus de déchéances depuis September 11, c'est le Royaume-Uni. Et moi, je crois qu'il y a ça tient au fait qu'au Royaume-Uni, on est encore sujet. On n'est pas citoyen. Et aujourd'hui, c'est plusieurs centaines d'Anglais qui ont été déchus depuis 2002. Alors en France, c'est une histoire assez intéressante. D'abord, comme au Royaume-Uni, la France a été le seul pays au début du XXe siècle à accepter la double nationalité. Mais évidemment, quand la guerre de 14 est arrivée et que des anciens de la Légion étrangère d'origine allemande sont allés faire la guerre du côté allemand, il y avait quand même un problème. Donc il fallait organiser la déchéance. Mais le Conseil d'État, et notamment Camille C, qui était le fondateur des lycées de jeunes filles, qui était au Conseil d'État, a vraiment bloqué toutes les déchéances s'il ne pouvait pas prouver que la personne avait... Il ne voulait pas d'apatridie. Ensuite, il y a eu une deuxième motivation. Ça a été le fait que la loi de 1927, qui a supprimé la discrimination contre les femmes, qui jusqu'en 1927 perdaient leur nationalité quand elles épousaient un homme d'une autre nationalité, mais qui a aussi permis la naturalisation après 3 ans de séjour et non pas 10 ans, comme avant. Du coup, pour faire passer la loi, le gouvernement, je crois que c'était Herriot, ou Barthou, en tout cas Barthou était ministre de la Justice, et ils acceptent l'idée que celui qui aurait été naturalisé après 3 ans et qui aurait commis un crime, etc., on puisse revoir sa naturalisation. Donc il y a ces deux régimes, le régime de l'entrée du citoyen en guerre contre son pays, et puis le régime de la naturalisation qui n'aurait pas été accordé à bon escient, qui fonctionne toujours dans notre droit. Alors ce qui s'est passé, c'est que M. Hollande, mal conseillé, ne connaissait pas le premier régime, celui qui permet de punir quelqu'un qui entre en guerre contre son pays. Et il a voulu étendre le régime qui touche le naturalisé aux Français de naissance, alors que le régime précédent de celui qui entre en guerre s'appliquait depuis 1938 aux Français de naissance aussi, à condition qu'il ait une autre nationalité. Et donc il a échoué. Alors ce qui est intéressant, c'est que je suis celui qui a vraiment mené la bataille, je connaissais le droit très bien, et puis je sais faire, j'avais une expérience politique quand j'étais jeune, je sais faire des batailles. Et M. Hollande avait fait un accord avec M. Sarkozy. Et moi, je suis allé voir d'autres à droite, parce qu'il fallait que les députés et les sénateurs de gauche qui étaient contre, ils n'étaient pas assez nombreux pour bloquer, s'il n'y avait pas une partie de la droite qui voulait bloquer aussi. Et qui a bloqué à droite? Ben, il faut le dire franchement, quoi qu'on pense de lui aujourd'hui, c'est M. Fillon. C'est M. Fillon qui, avec ses sénateurs, le président du Sénat, etc., ont bloqué la réforme constitutionnelle. Hein? Peut-être grâce à son assistant parlementaire. En tout cas, c'est grâce à... Je pense que s'il y a un homme, il y a eu le président de la commission des lois, M. Bas, et surtout l'ancien ministre de la Justice, M. Mercier, ancien président du Conseil général du Rhône, qui a été vraiment très actif. Alors, eux, ce qu'ils voulaient, ils ne voulaient pas que ce soit dans la Constitution. Ils étaient pour que des combattants qui vont chez Daesh puissent être déchus. C'est ça leur idée. Et s'ils arrivent au pouvoir, je pense qu'ils essaieront de faire ça. Et ça sera dans la loi. Il y aura la condition d'avoir une autre nationalité, et ce qu'une loi peut faire, une autre loi peut facilement le défaire. Alors que si ça avait été dans la Constitution, avec l'intitulé de l'amendement tel qu'il était, c'est-à-dire qui permettait la déchéance, même pour délit d'atteinte à la vie de la nation, ce qui pouvait dire délit de presse, un jour, c'était extrêmement grave. Donc, il faut le dire franchement, c'est grâce à la mobilisation des parlementaires de gauche dans une première étape, mais ensuite de la partie gauche qui est restée hostile, plus une partie de la droite, que ça a échoué.
Et ça, après tout, on ne peut pas le nier, c'est comme ça que ça s'est passé. Michel Cabirol. Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour cet exposé qui est très fouillé, très bien documenté. Mais si je reviens au titre de La République menacée par les identités, j'aimerais qu'on essaie de voir l'autre versant, c'est-à-dire ce sont ces Français d'origine, même si j'aime pas ce terme-là, qui se sentent complètement blessés par la crise économique, marginalisés par la spéculation immobilière, etc. Et qui, eux, effectivement, bon, c'est le cas des petits blancs aux États-Unis aussi, de tous ces gens blessés par le libéralisme. Avant, se faisait la guerre, il y avait des morts et des blessés. Maintenant, on a des blessés économiques qui sont soit qui ont des problèmes de burn-out ou des choses comme ça, ou qui sont relégués dans certaines banlieues ou des choses comme ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cet aspect-là et de là aussi, puisque tu nous as donné des pistes pour faire, par exemple, c'est changer la vision de l'histoire ou les groupes de parole ou des choses comme ça, de voir comment on peut s'attaquer à ce versant du problème. Ben, moi, je pense que pour parler des États-Unis, moi j'étais aux États-Unis le jour de l'élection de Trump. J'ai gagné 3 paris que j'avais faits. J'avais parié en août 2015 qu'il gagnerait. J'ai gagné juste un repas et 2 bouteilles de champagne que je vais partager avec ceux qui pensaient qu'il allait perdre. Moi, ce que j'ai senti, j'ai écrit sur mon blog, j'ai un petit blog sur le journal Le Monde, j'ai rappelé que Tocqueville disait que l'égalité des conditions était le principe d'où découlaient tous les autres principes auxquels croient les Américains. Et que j'avais le sentiment qu'une partie des gens qui ont voté pour Trump considéraient que l'égalité n'était plus pour eux, que le pouvoir fédéral ne s'intéressait plus à eux et qu'ils étaient abandonnés. Et donc ils ont appuyé sur la bombe atomique en disant au moins on va s'intéresser. Ils ont appuyé sur le bouton qu'on leur a laissé pour faire le plus de destruction, même leur propre destruction, pour qu'on s'intéresse à eux. Mais je dis aussi que dans les descriptions de Tocqueville, il n'appliquait cet attachement à l'égalité que dans la limite où elle était à l'époque, c'est-à-dire qu'elle ne touchait pas les Indiens et les esclaves. Et les femmes, mais c'était différent, je pense. Je pense qu'une partie de ceux qui ont voté Trump trouvaient et trouvent que les politiques fédérales ont trop bénéficié à certaines minorités. Et alors que eux, voilà, et donc ils voulaient aussi manifester contre cela. Et donc, moi, je reste tout à fait persuadé que là, c'est là que réside chez nous. Alors j'ai dit dans mon article, chez nous comme aux États-Unis, il faut faire très attention à nos politiques de l'égalité. Et chez nous comme aux États-Unis, c'est aussi, on peut dire aussi aux États-Unis, les gens ne se sentent pas compatriotes. Ils sont dans un pays où on régit les relations par le droit, par l'affirmative action, par ceci, mais le sentiment de partager une histoire commune n'a pas été un objectif. Et il est plus difficile qu'il soit aux États-Unis parce que les programmes scolaires sont par district, même pas par État parfois, par district de chaque État. Et quand même, une chose que vous savez, mais peu de gens savent, dans la plupart des États américains, le financement de l'école publique, la somme qu'on reçoit d'une école publique va dépendre de la valeur de la propriété aux alentours. Donc plus vous êtes dans un quartier riche, plus l'école publique va recevoir de l'argent. C'est ça. Et donc déjà, si les démocrates avaient mis au programme égalité des financements des écoles, pour qu'on puisse recruter des professeurs de la même qualité, et qu'on ait des moyens, ça serait déjà quelque chose de révolutionnaire pour la plupart des États américains. J'ai moi proposé, dans la loi française, et c'est maintenant dans la loi, quelque chose qui est venu du Texas. Dans le Texas, quand ils ont eu leur système d'affirmative action qui a été annulé par la Cour fédérale, ils ont adopté un système
ce qu'ils appellent le percentage plan. Ça veut dire, si vous êtes dans les 10% les meilleurs de votre école à la sortie du bac, vous avez le droit d'accès à l'Université du Texas. Et moi, j'ai fait voter ça par le Parlement français. Et maintenant, si vous êtes dans les 10% les meilleurs de votre lycée, au bac, vous avez un droit d'accès aux prépas, aux IUT, aux BTS, les différentes filières sélectives. Alors, il y a eu des protestations de Louis le Grand, d'Henri IV, etc. Ils ont réduit l'impact du truc, mais c'est quand même dans la loi. Ça a déjà eu des effets. Et au Texas, ce qui est intéressant, qu'est-ce que ça a eu comme effet? Ça a eu comme effet de maintenir des jeunes appartenant aux minorités, noires ou hispaniques, mais ça a fait venir des Blancs qui venaient des zones rurales du Texas et qui n'avaient jamais eu la chance d'aller à l'université. Et quand le gouverneur Perry a voulu changer la loi, il s'est heurté à une alliance qui n'existe sur aucun autre sujet entre les Black Caucus, Hispanic Caucus et les Rural Republicans, les plus conservateurs en matière de mœurs, mais qui défendaient leurs enfants qui, pour la première fois, allaient à l'université. Et bien ça, c'est le type de politique. C'est-à-dire des politiques qui vont toucher aussi bien, qui ne vont pas donner l'impression qu'on va donner des privilèges, des nouveaux privilèges à un certain groupe, mais des politiques qui vont toucher aussi bien les zones rurales de la Somme et de la Vendée et de la Corrèze que les quartiers des grandes villes, etc., ou des banlieues. Et je pense que ça, c'est fondamental, de retrouver des politiques publiques qui s'adressent à tout le monde et qui fassent justement l'unité de la citoyenneté et arrêter de vouloir... alors, évidemment que les identités existent. Et évidemment que, par exemple... Mais là, ce qui fait la République, c'est la recherche du bien commun, de ce qu'il y a de commun entre nous. Les repas scolaires, par exemple, dans les écoles, ben, il faut d'abord constater que malgré les divergences sur les repas, la plupart des mets sont communs. Les fruits, les légumes, les œufs, et la plupart du poisson. Donc, servons des repas en montrant tout ce qu'il y a de commun, et une fois, par exemple 4 jours sur 5, et puis une fois par semaine, on met de la diversité. Donc vous voyez, il y a aussi à travers les débats, les résolutions des conflits auxquels on a à faire face, il faut les résoudre en montrant ce qui nous est commun. C'est ça qui est fondamental. D'autres questions? Vous avez encore du temps. Hein. Il n'est pas 8h10. Non, encore un quart d'heure, 10 minutes. Sauf si vous voulez finir. Non, non. Je vous ai épuisé. Non. On est sidéré. Oui, vous êtes sidéré. Ah, c'est pas le cas. Ah, puisque personne... J'utilise mon... Non, alors... Mais qui est tout à fait annexe sur la fierté des révolutions. Je pense qu'il y a d'autres pays où il y a une fierté des révolutions, sauf qu'elles ne se situent pas dans le même cadre. Par exemple? Dans les États fédéraux, les révolutions sont dans un des États de l'ensemble. Si vous allez au Pays de Bade, partout on parle de la révolution de 48. Ouais. C'est la fierté du Pays de Bade. Vous allez en Irlande, vous avez une fierté de l'indépendance irlandaise. Juste, ce n'est pas l'équivalent de la Révolution française qui a fait Total. C'est vrai. Mais ailleurs, il y a des fiertés. Les Polonais ont une fierté énorme pour leur soulèvement. Bien sûr. Hein. C'est des révolutions, c'est des révolutions d'indépendance. Alors que chez nous... Ou politique. Oui. Politique. Les Norvégiens, c'est quelque chose de politique. Ouais. Pour les Tchèques, c'est très politique. Chacun a des fiertés, mais elles sont placées à d'autres moments de l'histoire, Oui. et de manière différente. C'est pas aussi total. La Révolution française, par sa réalité et par ce qu'on en a fait, est un phénomène total, un phénomène politique total, parce qu'il touche aussi bien les sciences, la métrique, les poids et mesures, même la revendication d'avoir le méridien point zéro à Paris, Et puis c'est un événement de l'histoire du monde. C'est mondial. Même si la France disparaissait, la Révolution française resterait dans l'histoire du monde.
Alors que la Révolution, le Tyrol, enfin, Ouais. quand on trouve à tous les coins de rue au Tyrol, c'est une espèce C'est vrai. c'est énorme, mais ça n'inquiète pas les Siciliens ou les Picards. C'est très juste. C'est la prétention à l'universalité. Elisabeth, alors. Oui, je voulais peut-être éclaircir un point dans votre notion donc d'être compatriote et avec la notion d'identité. C'est vrai que quand on discute avec un garçon de café, une personne rencontrée dans la rue, on dira toujours, bon, vous êtes français, mais quelle origine? Comment arriver à... Vous direz ça toujours, vous? Pardon? Pas. Vous allez toujours demander l'origine. J'ai une personne qui a un petit accent sud-américain, je lui dirais, bon, vous êtes Et français. s'il n'a pas d'accent? C'est plus difficile. Mais il peut y avoir un type... Non, mais parce que Mais vous savez... comment peut-on arriver à faire cette... On garde ces spécificités. Mais c'est-à-dire que moi je pense que nous avons une tradition de, je dirais, de comportement social, ce n'est pas dans la loi, c'est que c'est à vous de parler de votre origine si vous en avez envie. C'est pas à l'autre de vous questionner, etc. Bon. À la limite, vous avez un accent étranger, on vous dit de quel pays êtes-vous, parce que ça c'est presque, ça peut être de la politesse. Mais si vous n'avez pas d'accent, moi je sais, j'ai rencontré un metteur en scène de théâtre à New York, justement, qui était de Grenoble et qui paraît être d'origine du Maghreb. Et à chaque fois, quand on lui demande d'où êtes-vous, ben, il dit je suis de Grenoble. Voilà, et il a raison. Il est de Grenoble, c'est tout. Et je crois que si on avait raconté plus, vous voyez, parce que pour continuer ce que moi, je me suis retrouvé, je raconte dans le bouquin, un jour dans un dîner d'ambassade, à l'ambassade de Grande-Bretagne, en face d'une femme qui me demande, on parle d'immigration. Alors je défends les immigrés, elle me dit, mais où habitez-vous? Ah, mais évidemment, vous n'habitez pas parmi eux, etc. Alors elle m'agresse de plus en plus et notre hôte commence à essayer de la calmer, etc. Et on change de conversation. Et on parle cinéma. Et on parle du film Jeanne d'Arc, interprété par Sandrine Bonner. Et moi j'ai dit, j'ai envie d'aller le voir. Elle dit, ah ben moi je n'irai jamais voir un film où Jeanne d'Arc est interprétée par cette mocheté de Sandrine Bonner, dit-elle. Et moi je lui dis, mais je ne crois pas que Jeanne d'Arc soit connue dans l'histoire de France pour sa beauté. Et elle me répond, de quel droit parlez-vous de cette partie de l'histoire de France? Ça n'est pas votre histoire de France, ça fait partie de l'histoire catholique de la France. Et d'ailleurs, quel est votre deuxième prénom, me dit-elle. Et alors je lui dis, Éric, ah mais d'habitude les Juifs cachent leur judaïsme, leur judéité dans le deuxième prénom, me continue-t-elle. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Bon, je suis dans une ambassade au Royaume-Uni à Paris, au du Faubourg Saint-Honoré. Je peux me lever, m'en aller. Non, j'ai dit, je vais continuer. Et à un moment, elle parle de l'affaire Dreyfus. Et elle dit, l'innocence de Dreyfus n'a jamais été prouvée. J'avais quand même droit à la totale. Hein, j'ai le droit à la totale. Et alors, je lui dis, madame, vous faites partie de ces perdants de l'histoire de France. Vous avez été battus au moment de la Révolution. Vous avez été encore battus au moment de l'installation de la Troisième République. Vous n'êtes revenu au pouvoir que dans les valises des nazis et de l'armée allemande, et vous avez encore été défaits en 1945. Moi, je fais partie de l'histoire républicaine de la France qui a triomphé de votre histoire raciste, etc. Après, et ça avait duré 1h30. C'était épouvantable. Mais en même temps, on avait parlé des mêmes personnages de l'histoire, sous des angles les plus radicalement opposés. Mais on partageait la connaissance de ces personnages. Eh bien, ce que je veux dire, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne partage pas
Quand j'ai parlé de l'histoire de l'abolition, ben là, on peut partager. Si on connaissait Schœlcher, machin, si on l'avait appris, tout le monde saurait cette histoire. Et on pourrait la partager. Mais on ne la connaît pas parce qu'on ne nous l'a pas appris. Et donc, avec le garçon de café qui est originaire du Maghreb, on n'a pas grand-chose à se parler sinon parce qu'on ne connaît pas bien la partie française de l'histoire du Maghreb qu'on devrait connaître pour pouvoir en parler même si on n'est pas d'accord. Et à ce moment-là, je vais vous dire, ce qui se passe, c'est que les gens, ça leur fait du bien de sentir qu'on parle. Parce que ça fait partie, vous voyez, moi je suis juif, j'ai appris comme tout le monde les rois de France, etc. Mais quand on a fait l'abbé Grégoire qui donne le droit aux juifs, et puis l'affaire Dreyfus, disons que j'avais mon cœur qui battait plus fort, peut-être, enfin disons que j'étais plus... Vous voyez, à un moment, c'est pareil pour tous ces enfants qui n'ont rien à qui croient se raccrocher dans la façon dont on... Même quand on fait l'histoire de la colonisation, on a l'impression que c'est une histoire étrangère. Et ça, c'est très grave. Et donc, je pense vraiment que ça doit être une priorité de rechanger. Voilà, allez-y. Oui, justement, à ce propos-là, je voudrais avoir votre opinion sur les querelles sur l'enseignement d'histoire, et en particulier sur le fait que, précisément, cette histoire nationale, cette histoire de France, cette histoire qui serait susceptible de fédérer tous les jeunes Français qui vivent dans ce pays-là, elle est laminée par des groupes de pression extrêmement violents, régulièrement. Moi, je fais partie du conseil des programmes, je suis bien placé pour le savoir. Et donc, on a tendance à dire tout cet aspect nationaliste, on le gomme. Hein, c'est à la limite, si on veut parler de la République française, hein, c'est-à-dire y compris dans le grand public, maintenant, la mode, c'est l'histoire transnationale, c'est l'histoire globale, c'est l'histoire mondiale de la France. Parfois, on ajoute quand même, mais c'est très très difficile et ça devient massif. Eh bien, je suis content que vous me posiez cette dernière question à laquelle je vais répondre. Je pense que c'est ne pas vouloir affronter la réalité, que d'évacuer. Je pense que nous sommes encore, si on est encore citoyen, si ça veut dire encore quelque chose d'être citoyen, c'est cette histoire qu'il faut enseigner. Et même si ça doit être par la confrontation... Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Franchement, bon, vous pouvez le voir dans mon bouquin, mais moi, je me suis quand même coltiné des sujets les plus difficiles. Hein. J'ai fait un rapport sur l'immigration en 1997 pour le gouvernement Jospin, et la nationalité, la laïcité, j'étais à la commission Stasi. Bon, franchement, ce que je vous ai dit sur la laïcité, je le dis partout, devant tous les publics. Et je n'ai jamais eu un seul problème quand je l'explique comme je l'ai expliqué. Et je mets au défi qui que ce soit. Vous voyez, c'est aussi parfois dans la confusion de la pensée de ceux qui veulent faire les programmes. Je ne parle pas de vous, hein, mais je peux vous dire quand même que ce que j'ai entendu un peu dans tous les endroits où j'ai été, sur la laïcité, des confusions sur la laïcité, des méconnaissances de l'histoire coloniale, quand on connaît, moi j'ai des collègues qui connaissent, j'ai des amis, j'ai un ami en particulier qui connaît très bien l'histoire, qui a fait la France et ses esclaves. Parce que ce qu'il faut aussi, c'est que les profs puissent, dans un ou deux bouquins, trouver de quoi les 2 heures de lecture qui leur permettent de faire un cours. S'ils doivent lire 25 bouquins pour faire 2 heures de cours, ils ne le feront pas. Donc il y a aussi le manque d'outils, hein, qui soient adaptés pour faire cet enseignement. Donc là, sur l'esclavage, moi avec... donc c'est Frédéric Régent qui est maintenant le président du comité de la mémoire de l'esclavage, qui a fait du très bon travail. Bon, mais tout ça, ça mérite ces investissements. Mon association Bibliothèques sans frontières, on va faire des MOOC sur la laïcité, hein, parce qu'on a un succès formidable avec les MOOC qu'on a fait sur les maths et les sciences avec la Khan Academy. Donc on essaye de faire ces choses-là. Mais franchement, ne pas traiter ça, c'est comme dire à Sarkozy, « Oh ben non, on ne va pas parler d'identité nationale. » Eh bien vous savez, il y en a toujours certains qui en parlent. Et ils n'en parlent pas, pas bien. Non, mais on est complètement d'accord. Ils n'en parlent pas bien. Et donc, vous pouvez toujours, vous, essayer de dire, sortir vers le transnational, etc. Ceux qui parleront de la nation, ce sera Monsieur Fillon avec son roman, Madame Le Pen avec je ne sais trop quoi, et vous aurez abandonné ce terrain à des forces. Et donc, moi, je suis pour réinvestir cette histoire de façon rationnelle, de façon ouverte, de telle façon que tous les points de vue puissent être entendus. Mais il faut arrêter de ne pas regarder en face
la nécessité de la faire. Voilà. Une dernière question peut-être? Pas vraiment une question, mais je voudrais demander à l'ensemble ici de faire un exercice d'introspection. Quand vous avez dit que vous aviez un metteur en scène d'origine maghrébine aux États-Unis, et Non, vous lui avez demandé d'où êtes-vous? Non, il disait ça. Il dit, on me demande, moi c'est pas moi qui lui ai demandé. On me demande, et qu'il répond, je suis de Grenoble. Tout le monde arrive. Tout le monde arrive. Si moi je dis je suis de Bordeaux, personne ne va rire. Moi j'ai Paris. Bien sûr. C'est juste un exercice d'introspection. Pourquoi a-t-on ri quand quelqu'un qui était maghrébin a dit je suis de Grenoble? Non, mais c'est pas pour cette raison-là qu'on arrive. Pour la bêtise, on arrive pour la bêtise des Américains. Bon, Une petite expérience personnelle, je ne suis pas français. Donc mon fils est issu de l'immigration. Ouais. Quand je le dis, tout le monde rit. Oui, parce que ça a été classé, c'est comme... Parce qu'on ne dit ça que pour les colorer. C'est-à-dire que c'est une... Oui, bien sûr, c'est comme... un terme discret du racisme. Bien sûr, et comme c'est pareil quand les gens croient qu'il y a eu une révolution du regroupement familial en 1976. En réalité, il n'y a eu aucun changement, ça j'ai raconté dans notre premier livre, mais ça n'a pas marqué les esprits. Simplement, il y a eu un décret au niveau... Alors qu'avant, une circulaire. Vous imaginez bien, si on a eu autant d'Italiens, de Polonais, c'était des familles qui venaient, c'était pas que des hommes. Bon, mais c'est parce que on veut faire croire que le tournant, c'est l'arrivée des familles maghrébines et africaines. C'est ça, c'est le même code et fonctionne sur le regroupement familial. Hein, on n'arrive pas à voir que... Et quand je dis qu'il y a une baisse du nombre de groupements familiales, je dis, mais non, vous racontez... Mais en fait, il y a une baisse statistique, parce que le groupe des Portugais baisse énormément à partir de ce moment-là. Mais comme il y a une montée des gens du Maghreb et d'Afrique, c'est ça que les gens veulent entendre, c'est ça qu'ils veulent dire, disons. Bon, je suis malheureusement obligé de vous laisser, mais je vous remercie beaucoup. Merci aussi. Si vous voulez rester encore discuter, c'est encore possible. Hein. Faites comme vous voulez. Merci en tout cas, merci. Je demande de fiscal. Non, mais ils sont tellement nuls là, c'est la récolte de ce que je disais, on est décidé. Sans quoi, c'était pas. Merci. Enfin bon. Merci beaucoup. Comme dirait le film, il faut avoir de l'estomac. C'est dur. Hein. Non, non, mais Le micro, ça marche pas.